Bonjour Florence, Bonjour chef, tu vas bien? ça va très bien. Alors, aujourd'hui, Florence, on se retrouve pour un cycle d'investigation de l'Académie Grifasi, le cycle 108 d'investigation, premier protocole. Alors, comme d'habitude, c'est un protocole avec une partie fixe et une partie libre. On ira un petit peu plus explorer tout ce qui a émergé de la partie fixe. On peut aussi dire qu'on est plusieurs équipes de toute la team Grifasi de par le monde à enquêter sur le même enquête au même moment, sur le même sujet d'enquête au même moment. Et ce que je peux ajouter, c'est que tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Et non. Voilà. Alors, Florence, Je m'installe. tu t'installes, t'es prête? Ouais. Alors bon, pour le public qui nous regarde, tout le monde te connaît. On t'a déjà vu sur plein d'enquêtes de l'Académie Grifasi. Puis moi aussi. Alors, dès que t'es prête, Florence, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise et confortable dans cette ambiance éthérique, dans l'ambiance hypnotique. Alors tu peux prendre une bonne inspiration et c'est vraiment comme si à l'expiration, toutes les tensions du corps s'échappaient. C'est comme si le corps se détendait. Et tu peux être vraiment curieuse de comment ton corps sait se détendre naturellement. Alors à nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et l'expiration, c'est même encore plus fort la deuxième fois. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est comme si même à l'inspiration, ton corps se détend 2 fois plus et 4 fois plus à l'expiration. À 9, ça s'amplifie encore et c'est même merveilleux à quel point le corps sait se détendre tranquillement, facilement, à ton rythme. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Les moduler pour atteindre le bon niveau, la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour travailler sur cette enquête. À 7, c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus facilement et agréablement dans cette ambiance hypnotique, dans cette ambiance éthérique. À 6, c'est vraiment comme si tu étais sur un chemin familier et que c'était très facile. Tu retrouves facilement. 5, le chemin de cette ambiance éthérique. 4, 3, 2 et 1. Florence subliminale, comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es, au niveau de tes fréquences, est-ce que tu es dans un bon état? Ah ouais. État neutre? Alors pas complètement neutre, c'est plutôt. Enfin, D'accord. plutôt. Je sais pas comment dire. Pas la joie, mais un truc qui va dans ce sens-là. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, si tu vas bien, on va se déplacer en mode Arsène Lupin. Personne ne peut détecter tes énergies. Tu te déplaces sans remous dans l'éther. Et tu es une super télépathe. Tu peux même capter toutes les informations que tu veux à distance. Aller chercher dans n'importe quel esprit toutes les informations dont tu as besoin. Alors, est-ce que, à partir de là, instinctivement, tu as envie de mettre une protection supplémentaire? Non? Non. Tout est bien. Ok. Ouais. Super. Alors, je te demande un petit instant. Je vais changer le fond d'écran. Check. Voilà. Alors, Florence, je compte de 1 à 3 et à mon 3, dis-moi comment tu visualises
où tu perçois la planète Terre par rapport à sa forme et son étendue. 1, 2 et 3. Alors, ce qui m'est venu tout de suite, c'est pas vraiment une sphère. C'est quelque chose de plus, presque comme un ballon de rugby, en fait. On dirait que la forme est plus comme un ballon de rugby. Mais alors, pas du tout lisse, quoi. Complètement bosselé. Ok. Enfin, voilà, c'est l'image, elle s'est imposée tout de suite. Après, Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu sens des choses? non, je suis assez éloignée. Je suis éloignée, j'ai pas de ressenti. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter? Très bien. Non, pour l'instant, non. Ok, très bien. Je vais passer à la seconde question. Maintenant, regarde de la partie la plus haute de la Terre, la partie qui définit la limite de la planète, et décris-la telle que tu la vois ou tu la visualises. Je comprends pas la question. La partie la plus haute de la Terre, ça veut rien dire pour moi. Est-ce que c'est la croûte terrestre dont on parle? Je sais pas de quoi on parle. Donc je sais pas ce que je dois chercher. J'imagine que c'est le plus haut sommet. Ah, ouais, alors parce que c'est ce qui s'est imposé. J'ai vu un haut sommet, effectivement, mais c'était un peu, enfin, c'est comme si ça s'était, voilà, élevé. Je vois mais j'ai l'impression que c'est un peu fictif, quoi. C'est pas quelque chose de réaliste que je vois. Je sais pas. Repose-moi la question, parce que là, Alors, maintenant regarde la partie la plus haute de la Terre, la ouais. partie qui définit la limite de la planète. Et décris-la telle que tu la vois ou tu la visualises. A priori, ce serait la limite entre la planète et l'espace. Hmm. Bah là, je vois comme le sommet d'une montagne très élevée, effectivement. Mais je visualise rien de spécial. C'est juste le sommet d'une montagne. C'est un pic genre dans l'Everest ou quelque chose comme ça. Enfin, je vois que c'est vraiment, il y a de la neige, de la glace. Voilà, c'est peut-être ça. Il y a de la neige, de la glace, il y fait très froid. C'est presque comme je vois des nuages au-dessus, c'est presque comme s'il n'y avait pas de comment dire? C'est déjà dans les nuages, quoi, en fait. Donc c'est comme si c'était comment dire? Hem, Comme s'il n'y avait pas vraiment de limite, en fait, comme si c'était déjà dans un autre espace. D'accord. Mais c'est peut-être juste l'effet des nuages qui rend ça. S'il y en a pas, ça ferait peut-être pas le même effet, mais là j'en vois. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Hem, Ce qui me vient, cet effet de glace, ça fait comme une, je sais pas comment dire? Hem Comme s'il y avait une progression dans la matérialité, je sais pas comment dire. Heu, bon, il y a la roche et puis c'est couvert de glace qui est matérielle et puis après, il y a les nuages qui sont de l'eau aussi, mais sous une forme, plus gazeuse ou je sais pas. Enfin, c'est comme s'il y avait une progression comme ça de la roche qui est très matérielle, à la glace aussi et puis voilà, comme s'il y avait des paliers en fait. Qu'on passait comme ça de palier, voilà.
Mais D'accord. bon, ça se passe partout, ça, mais je sais pas, ici, c'est plus... les paliers sont plus marqués, je dirais. Voilà. Voilà. Mais je pense que ça peut se passer aussi sur un lac pas en altitude. Enfin, voilà, ça peut se passer partout. Ok. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit spécifique au fait que ce soit l'espace le plus haut de la D'accord. Terre. Voilà. Mais, Ok. Très très bien. Alors, on va passer à la question 3, si tu veux bien. mm. Enfin, sauf si tu perçois autre chose. Bah non, pas pour le moment. Ok, très bien. Alors, question 3. À mon 3, prends une respiration profonde et plonge dans la partie la plus profonde de la Terre. Et dis-moi ce que tu perçois et visualise. Inspire et descends. En profondeur. Une fois plus profond encore. 2 fois plus profond. Et encore et 3. Qu'est-ce que tu perçois et qu'est-ce que tu visualises? Ça va, Florence? Ouais, ça va, mais en fait, j'étais comme illuminée. Enfin, c'est comme s'il y avait de la lumière qui était venue et du coup qui m'empêche un peu de voir. Mets des lunettes de soleil. Ouais. Alors en même temps, tu es une télépathe surpuissante. Tu sais voir avec les yeux de ton esprit. Hein. Il n'y a rien qui peut t'aveugler. Euh, D'ailleurs, aucune information ne peut être cachée. Personne ne peut voiler la réalité à ton regard. Comment c'est? bah là, je vois une espèce assez vide en fait. Euh, euh, c'est comme si c'était à l'extérieur, quoi, mais D'accord. enfin c'est pas du tout comme une caverne ou comme tu vois comme une grotte ou quelque chose comme ça. Euh, Excellent. Tu perçois autre chose? on- Ça a l'air comme cerné de montagnes. Enfin, c'est comme si c'était ouais, s'il y avait des montagnes un peu partout. Euh, c'est jaune, le sol est jaune pâle, jaune ocre. Euh, et voilà. Et Qu'est-ce que tu vois d'autre? bah, si je regarde dans l'air, c'est sombre en fait, mais je vois pas vraiment. Je sais pas comment dire. Je vois pas la voie lactée ou le ciel comme on voit le ciel bleu comme on voit sur Terre, ça c'est sûr. Mais je vois pas de voie lactée non plus pour dire c'est la nuit ou c'est le jour. Mais je vois pas non plus comme si j'étais sous terre, tu vois, dans une caverne où normalement je devrais voir de la roche. Je vois comme rien. Enfin, je vois comme une étendue sombre, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Excellent. Mm.
Ok. Alors, est-ce que tu perçois autre chose ou est-ce qu'on passe à la 4e question? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est lumineux. C'est pas. Lumineux. Ouais, c'est lumineux, quoi. C'est lumineux comme sur Terre. Comme à la surface de la Terre, je veux dire. Excellent. Mm. Alors, question 4. La Terre a-t-elle un noyau central? Alors, ce qui me vient, c'est oui, mais pas forcément. Enfin, comment c'est comme s'il était composé de plusieurs structures. Enfin, il n'est pas aussi. Comment dire? C'est pas un noyau comme il y a un noyau dans une pêche. Il est plus complexe que ça. C'est une structure plus complexe. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu perçois autre chose? Ça va? Ouais. Mais j'essaie de. Ouais, c'est un peu comme si c'était. Justement, comme. Justement, si je reviens à l'image du noyau de pêche, dans le noyau, il y a le. Comment on appelle ça? Il y a l'amande, enfin du fruit. Mhm. Là, c'est un peu pareil en fait. Mais sauf que le noyau, il est comme ouvert. Enfin, moi, je le vois pas fermé, quoi. C'est comme s'il y avait des espaces ouverts, en fait. D'accord. Tu vois, il y a une partie croûte, une partie noyau, quoi, une partie, voilà. Et j'ai l'impression, enfin, moi, je le vois un peu comme ouvert. Et à l'intérieur, effectivement, il y a une partie, on va dire, plus vivante, plus comme vraiment comme l'amande, qui est la partie qui contient tout en fait, qui est le cœur du fruit. Là, c'est un peu pareil. Il y a une partie plus vivante qui est le cœur du noyau de la terre en fait, et qui est le cœur, comme si c'était là qu'elle est vraiment. Et c'est ce qui contient tout ce que peut créer la terre en fait, ce cœur. D'accord. Mais Mais c'est pas enfermé dans un. C'est pas complètement enfermé dans quelque chose, dans une coque. C'est perméable, quoi. D'accord. Ça peut passer à travers la croûte. Voilà, c'est ça. Ça passe à travers, mais il y a carrément des ouvertures, en fait. Il y a carrément des fissures, un peu comme tu as le noyau d'une pêche, tu vois, il fait des. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du noyau de la pêche qui m'est venue. Tu vois, tu as des dessins dessus. C'est comme si Ouais. ces dessins, le noyau de la pêche, c'est fermé. Là, c'est comme si c'était ouvert, en fait. Tu vois, c'est un peu dans le même genre. D'accord. D'accord. Ok. Alors, pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'on a des images qui, des fois, sont parlantes. Ouais. Ça C'est un veut peu dire. comme pour expliquer, quoi, parce que sinon, c'est difficile de. Ok. Alors, on est déjà passé à la question 4.1, Mm. le si oui. Donc, décrit les caractéristiques et les conditions du noyau central de la Terre. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette question 4.1? En fait, c'est comme si, parce qu'il y a cette notion je vois de la lave, enfin la partie fusion, mais j'ai l'impression que c'est comme si cette partie
très, comment dire, je vais y arriver, à très haute température, cette partie en fusion là, elle contenait aussi d'autres choses. Mais là, j'arrive pas à voir mieux. Alors, 1, 2 et 3. Tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Alors, j'ai toujours l'image du noyau, le parallèle avec le noyau qui m'est venu. Parce qu'un noyau, quand il... Enfin, ce qui est dans le noyau, quoi, l'amande, si elle reste dans certaines conditions, où elle est dans l'humidité, dans la chaleur, ça devient liquide. Ça fait du lait, quoi, en fait. Ouais. Et là, je vois un peu ça. C'est comme si, au cœur à l'intérieur de cette lave, il y a quelque chose d'autre, il y a une substance qui est vraiment, vraiment la substance de vie, je dirais, enfin qui est la substance, quoi. Et elle est comme au cœur de cette lave. Alors c'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire, parce que je me dis mais c'est pas, enfin tu vois, ça me paraît bizarre parce que la lave devrait le brûler, devrait le détruire, mais en fait, je sais pas, c'est comme si cette substance, elle était, Alors, va aux sources de l'info. ouais, c'est vraiment une substance. Toutes les questions que tu te poses sont pertinentes. Ouais, Qu'est-ce qui est... c'est une substance indestructible. Et c'est justement la lave, là, je sais pas si ça la protège ou si ça la maintient dans cet état justement cet état Les mots te viennent facilement. de potentialité, je dirais. En fait, tout est dans cette substance. C'est comme si c'était un condensé. Tu sais, le lait concentré sucré, là, le lait condensé, ça me fait vraiment penser à ça. C'est un condensé de vie, mais de toute la vie. C'est le condensé de tout ce qui existe sur Terre. De la roche, de tous les minéraux, tous les matériaux, tout est dans cette substance. D'accord. Génial. Génial, génial. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Si tu veux, on passe à la question suivante. En fait, c'est comme j'ai quand même l'impression que la lave, là, enfin parce que cette substance, elle se, comment dire, elle se recrée en permanence. C'est comme une source en fait. D'accord. Et ensuite, elle remonte à la surface. Tu vois, ensuite, elle se déplace. Alors, ce que j'essayais de voir, c'est si la lave a une utilité dans ce déplacement. Et oui, j'ai l'impression qu'en fait, cette substance, elle est au milieu de la lave, quoi, en fait. D'accord. Génial. Enfin, voilà. Bon. Alors, question suivante. Ouais. Alors, question 5. Quel âge a la Terre?
Là, ce qui m'est venu, c'est 5 milliards d'années. 5 milliards d'années? Mm. Excellent. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a des choses qui viennent. C'est comme si elle n'était pas... Comment dire? Comme si elle n'était pas... Il y avait différentes versions, en fait. Voilà. C'est comme si c'est la version actuelle à 5 milliards d'années. Mhm. Mais il y a eu d'autres versions, en fait. C'est comme si... tu vois, dans ton ordinateur, tu as une version de Windows et puis tu vas mettre la nouvelle version, etc. Bah là, la Terre, c'est pareil. D'accord. C'est pas la première version. Justement, là, tu es peut-être sur la question suivante. Mm. Enfin non. Est-ce que tu perçois encore autre chose sur l'âge de la Terre? Parce que là, j'ai 32 qui me vient. 32 versions différentes? Non, est-ce que c'est 32? Non, mon idée, c'était 32, c'était son vrai âge. Et la dernière version serait que 5 milliards. 32 milliards d'années et 5 milliards, c'est la nouvelle version. Mais, ou alors 32 versions différentes, je sais pas, 32. Ben, à 3, tu sais. 1, 2 et 3. Va aux sources de l'information. Non, c'est 32 milliards d'années. Ok. Super. Est-ce que tu perçois autre chose, Florence? En fait, là, je perçois la Terre comme une partie d'un tout, de quelque chose d'autre, je sais pas. Je la vois, tu vois, comme si dans sa première version, elle était agglomérée à d'autres choses. Elle était imbriquée dans un tout plus grand. D'accord. Mm. Est-ce que tu peux avoir des précisions? J'ai l'impression que c'est les planètes. C'était un tout qui a constitué ensuite les planètes du système solaire. D'accord. Ok, ok, très très bien. Alors, 6. Question 6. Sauf si tu perçois encore autre chose. Non. On y reviendra, hein. Mm-mm. C'est plein d'infos très très intéressantes. Alors, quelle est l'origine du nom Terra? Je sais pas, j'ai pas de réponse. D'accord. 6. Est-ce que tu veux un compte peut-être? Voir si ça. Ouais, on peut essayer. Alors, je vais compter jusqu'à 4. Et à 4, tu seras aux sources de l'information. Quelle est l'origine du nom Terra? 1, 2,
3 et 4. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Non. Non? Ok. On va passer à la question 7. Depuis la Terre, nous pouvons clairement percevoir ce que nous appelons le Soleil et la Lune. Que représente le Soleil pour la planète Terre et quelle relation existe-t-il entre eux? Florence, tu sais quelque chose? Ouais, c'est. Dis-moi tout ce qui vient. Alors, ce qui vient, c'est que les planètes, enfin, l'agglomérat dont je te parlais tout à l'heure, là, le Soleil était au centre. Ouais. Et puis ça s'est éclaté. Et du coup, les différentes parties sont devenues des différentes planètes. Donc, en fait, le Soleil, la substance dont je te parlais, là, au milieu de la Terre, il y a la même chose dans le Soleil. Et c'est comme s'il y avait un échange énergétique assez puissant entre le Soleil et la Terre. C'est comme si en fait ça irradie cette matière, ça irradie. C'est une force de création, c'est une matière tellement puissante que c'est ça qui crée que c'est du magma autour parce que ça fond. D'accord. Tellement ça irradie, c'est un peu comme ouais, ça me fait penser à c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire, quoi, mais ça me fait penser à de la matière nucléaire. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, c'est quelque chose de très puissant en termes d'énergie et de à la fois vibratoire et ça émet des ondes très puissantes. Donc ça dégage toutes sortes ça dégage de la chaleur, ça dégage des ondes quoi, électriques, électromagnétiques. Et là, je vois vraiment comme une connexion quoi entre le Soleil et la Terre. Ok. De cette substance, enfin liée à cette substance, à l'énergie, si tu veux. C'est une connexion énergétique entre les deux. Excellent. Ouais. Excellent, excellent. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce qu'on passe à la question suivante? Dis-moi. Au niveau du cœur, enfin au niveau du Soleil, cette force-là, c'est énorme. C'est comme si c'était pratiquement, je sais pas comment dire, 80% de la surface du Soleil et la face, on va dire de fusion, la face, c'est que les 20% de croûte autour. D'accord. Alors que dans la Terre, c'est une toute petite partie. Enfin, une toute petite, je sais pas, peut-être 10%, ou... tu vois. Ok. Même moins. Dans le cœur de la Terre, c'est même moins de 10%, ce serait peut-être plutôt 6 ou 7%. Mais c'est suffisant pour créer... Vas-y. Ouais, c'est suffisant. Surtout que c'est connecté à
à l'énergie du soleil. C'est pour ça qu'on a besoin de l'énergie du soleil, parce qu'en fait, c'est comme si ça crée, c'est comme les pôles d'une pile, tu vois, ça crée une connexion. Ça crée une connexion, et s'il n'y a pas cette connexion, il n'y a pas de vie. C'est dans cet espace inter polarité, là, je sais pas comment dire, c'est pas des polarités, mais c'est dans cet espace intersource, je sais pas comment dire, que se crée la vie. Génial. Enfin, sur la surface de la Terre, parce qu'après, ailleurs, c'est peut-être différent, mais Ok. Tu perçois autre chose? bah non. Ok. Alors, question 8. Que représente la Lune pour la Terre et quelle relation existe-t-elle entre elles? Alors, la Lune, c'est comme une masse noire, là, qui me vient. C'est vraiment... Je dirais c'est presque tout le contraire de l'énergie qui est... c'est la polarité opposée, ouais, en fait, de l'énergie qui est dans le cœur de la Terre. Mm. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos qui te viennent? Non. Mais je sais pas, je vois comme une masse sombre et très statique, enfin, ouais, très... qui n'a pas de vie, quoi. Enfin, qui est statique dans le sens... bon, elle tourne, mais il n'y a pas de mouvement au niveau de la Lune. Je veux dire, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de création. C'est au contraire, c'est plutôt comme comme un absorbeur, mais je sais pas comment dire. C'est un peu comme un truc qui maintiendrait, quoi, qui viserait à limiter ou à je sais pas, je sais pas comment dire. Je cherche un mot, une comparaison, mais j'arrive pas à trouver. Mais c'est comme quelque chose, oui, de presque démenté, qui maintiendrait les choses, qui limiterait, voilà, la capacité créatrice de la Terre. Voilà, c'est comme ça que je perçois. D'accord. Super, super. Alors, question 9. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit de la planète Terre? Tu peux redire la question? Qu'est-ce qui détermine l'intervalle, j'imagine, l'intercalaire du jour et de la nuit de la planète Terre? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, j'ai les rotations, je la vois tourner, donc enfin voilà, elle est pas, elle est soit directement éclairée par le soleil, soit pas. Enfin voilà, là il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais, non, j'ai rien d'autre. Ok. Alors,
10. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire, l'intervalle des saisons de la planète Terre? Oui. Alors, c'est comme si le fait qu'elle a un axe un petit peu penché, ça va jouer sur la connexion justement entre... Enfin, c'est lié, on va dire, à la relation avec le Soleil, mais autant le jour-nuit, bon, bah, c'est lié au fait que soit elle est directement soumise aux rayons du Soleil, enfin, dans l'axe des rayons du Soleil, soit pas. Les faces de la Terre qui sont dans l'axe du rayon du Soleil, soit la face de la Terre reçoit le Soleil, bah, c'est le jour. Si elle est tournée de l'autre côté, enfin, quand elle se tourne, forcément les faces deviennent dans le noir. Bon, bah, ça c'est logique. Par contre, l'autre, c'est pas ça. C'est un autre aspect. Et c'est lié au fait que en fait, c'est comme si son axe lui permettait pas d'être tout le temps connecté. Cette partie dont je parle là, qui est au cœur de la Terre, selon la position de la Terre, il va être plus ou moins connecté au Soleil. Donc en fait, la connexion va être plus ou moins intense en fait. D'accord. Et donc dans les phases, on va dire d'hiver, en fait, c'est comme si la substance, l'énergie, cette substance énergétique, elle allait plus dans certaines, elle allait être plus dense dans certaines parties parce que la connexion est plus facile du fait de l'inclinaison de la Terre dans cette partie-là. D'accord. Ok. C'est clair. C'est vraiment une question de relation en fait et de connexion avec. C'est à la fois mécanique et ouais, c'est à la fois mécanique et vibratoire, mais c'est vraiment une question de connexion. Et selon l'angle ou la posture, enfin l'angle qui se crée, eh bien, la connexion n'est pas la même, donc ça va pas avoir les mêmes effets. Et c'est comme si justement ce cœur-là ne va pas pouvoir générer les mêmes. Il va pas être actif, quoi. Il va être moins actif ou il va être plus actif. Voilà. D'accord. Ok. En fonction de la distance au Soleil et de la densité. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Ok, très très bien. Alors, question 11. Y a-t-il des mouvements sur la planète Terre qui n'ont pas encore été découverts? Là, ce qui me vient, c'est pas des mouvements. Enfin, c'est des mouvements plutôt dans la planète Terre, c'est-à-dire. Il y a plein de mouvements en fait. Il y a plein de choses qui se passent dans le cœur de la Terre. Alors, il y a un peu les mêmes mouvements sismiques qu'il y a à la surface, mais à l'intérieur d'accord. aussi. Les mêmes mouvements sismiques à l'intérieur. Enfin, les mêmes ou des comparables, on va dire. Pas les mêmes, mais des comparables. Ok. Des mouvements sismiques comparables. Ok. Alors justement, là, on est à la question 11.1. Quels sont-ils et que déterminent-ils?
Oui, je t'écoute. Je dirais que c'est des mouvements qui mettent en relation ou qui déterminent. Comment dire, du cœur de la Terre va se créer les différents matériaux, on pourrait dire ça comme ça, qui vont composer la Terre. Après les roches, tout ce qui va composer la Terre à la surface. Et à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des mouvements, mais de la matière pure. Tu vois, en fait, il y a le mouvement des matériaux purs. Et ces matériaux purs, ils vont bouger, ils vont se combiner jusqu'à former à tel endroit telle roche ou tel gisement de pierre ou ceci ou cela. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais sous la terre, c'est comme s'il y avait les mouvements des matériaux purs, les matériaux qu'on étudie, par exemple, quand on fait de la chimie, tu vois, tous les matériaux. Là, ils sont sous la terre, mais purs. D'accord. C'est pas comme des gisements, je sais pas comment dire. C'est comme si de cette matière que je te disais là, qui est la source de tout, allaient naître ces matériaux. Et en fait, il va y avoir des mouvements de ces matériaux qui, en se combinant, vont donner ensuite les différentes structures cristallines ou granitiques enfin toutes les structures de roches ou de tout quoi, de tout ce qui compose la Terre. D'accord. Ok, très très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Donc ça fait des mouvements très subtils, enfin subtils, oui et non quoi, parce que c'est quand même immense, mais ces matériaux, c'est comme des veines, c'est comme si ça se déplaçait sous forme de veines, tu vois, qui se déplacent comme ça, voilà, et ça se déplace tout le temps en permanence. Ok. Très très bien. Est-ce que tu as encore autre chose? Non. On passe à la partie libre. Alors, avant de passer à la partie libre, il va falloir que j'aille aux toilettes. Ok, très très bien. Très très bien. Alors, je me repose tranquillement. Ouais. Alors, tu peux y aller, tu peux être dans un état qui te permet de faire ce que tu as à faire tranquillou. Et je t'attends. Ça tourne. Alors. Donc, pour la partie libre. Donc, en fait, ce qui naît pendant que tu étais en train de décrire ces mouvements intérieurs à la planète, justement, c'était cette histoire de veines, un petit peu comme les cheveux qui poussent. Les matériaux qui sont véhiculés et qui, au final, créent telle partie du corps ou telle partie du corps ou telle partie du corps. Voilà, c'est un peu ça, ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est une bonne comparaison, c'est exactement ça. Ok. Ouais. Ok. Alors, et je parlais de veines parce que souvent, par exemple, quand on, plus au niveau après dans la croûte terrestre, enfin dans la Terre, quand on, par exemple, on parle de mines ou d'endroits où on trouve des pierres, par exemple, on dit c'est des veines, on trouve des veines et on voit bien justement les différentes arrivées en fait de telles. Tu vois, des fois il y a des mélanges de roches, des mélanges de pierres, je sais pas, de l'agate qui va être mélangée avec je ne sais trop quoi, et on voit bien les différentes veines, quoi. C'est comme si comme quand tu fais un gâteau marbré, tu fais couler de la pâte au chocolat et puis la pâte à la vanille, là c'est un peu pareil quoi. Et tu vois les différentes coulures en fait, voilà. Ok. Super, excellent. Alors justement, ça nous amène à une question. Est-ce que la Terre aura une fin? Puisque ça a l'air d'être un processus d'évolution et de vie qu'elle est en train de vivre. Non, parce qu'en fait, ce cœur-là,
Il est. Excuse-moi, Ouais, je vais mettre en pause quelques instants. Alors, ouais, tu peux ouais. venir tranquillement. Alors, euh, donc, à la question, est-ce que la planète aura une fin? Euh, A priori, tant qu'il y a cette connexion du cœur avec le soleil, non. Parce qu'en fait, ce cœur, il est auto-régénérant, il s'auto-crée, quoi. Il se crée, il est en constante. Tu vois, il est auto-régénérant, quoi. Il est. D'accord. Ok. Et il est, entre guillemets, comme stimulé par la connexion avec le soleil. Donc, tant qu'il y a le système solaire, il y a la Terre. D'accord. Mm. Excellent, excellent, excellent. Alors, ça nous amène encore à une autre question. Mm. Toutes ces tentatives pour mettre des particules dans l'atmosphère qui viennent d'enquêtes ou d'autres, Mm. est-ce que c'est de nature à détériorer ces connexions, par exemple les chemtrails, tout ça? Ben, un petit peu. Un petit peu. Ça les détériore. Détériorer, c'est un peu exagéré, mais ça les perturbe en tout cas, ouais. Ça les perturbe, ça les ralentit. Ouais, ouais, ça les perturbe. Du coup, ça, comme ce qui se passe au niveau de la Terre, on va dire ce qui se passe à la surface de la Terre provient de deux chose provient à la fois de ce qui se passe au niveau du cœur, donc de l'énergie qui vient du centre de la Terre, mais aussi de l'énergie justement du Soleil, et puis même d'au-delà du Soleil, hein, de la source, enfin de l'énergie, voilà. Donc on est au milieu. Bon, alors tout ce qu'ils font, ça perturbe un peu, ça va perturber plutôt ce qui vient d'en haut, et ça va perturber bien sûr cette connexion avec le cœur, entre les deux énergies là dont je parlais tout à l'heure, ce champ magnétique entre les deux. Mais en même temps, c'est minime quand même. Alors, ça a des effets, on va dire, qui peuvent être assez conséquents dans l'immédiateté, mais sur la durée, c'est que dalle. C'est pas, c'est rien du tout, quoi. D'accord. Mm. Ok, très très bien. Alors, cet agglomérat, tu m'as dit à la question, je crois, 6 sur Mm, l'origine mm, de la ouais, Terre, ou même sur l'âge de la Terre, qu'il y a une époque où toutes les planètes, au final, étaient un seul bloc, un seul mm, agglomérat, mm. et que le Soleil était leur noyau. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des infos sur cette époque? Sur comment c'était, peut-être sur les êtres qui composaient cet agglomérat? Euh, En fait, c'est comme s'il y avait vraiment au départ une seule entité. Donc, avec cette matière, là, cette substance créatrice au centre, Mhm. de la matière en fusion, enfin de la fusion, ouais, une sorte de, comme si cette substance devenait en fusion autour, et puis après ça refroidit et ça faisait des croûtes, quoi. Enfin voilà. Et puis c'est comme s'il y avait des fissures qui s'étaient créées et que la substance avait coulé, enfin qu'elle était allée se glisser dans différentes zones, tu vois, comme si ça avait.
Et donc, ça a créé ça a créé différentes parties, on peut appeler encore des planètes, mais différentes parties, comme des pièces d'un puzzle, avec des formes différentes, des tailles différentes, et chacune aussi une quantité de cette substance différente. D'accord. Certaines en ont plus que la Terre, et d'autres quasiment pas. Voilà. Ou d'autres l'ont, mais d'une manière plus diffuse dans leur matière. Je vois comme si c'était une espèce de spirale. Enfin, ça fait pas un noyau comme au centre de la Terre. C'est plus, voilà, c'est un peu. D'accord. C'est pas, je veux dire, c'est pas le fait que ça soit au cœur. Je sais pas si, si c'est important, mais c'est pas la seule possibilité, on va dire. Voilà. D'accord. Il y a plein d'autres options possibles. Enfin, plein d'autres, je sais pas, mais je vois d'autres options. Ouais, des options où c'est plus un peu comme une spirale, ouais, qui autour, enfin, quelque chose qui formerait comme une sorte d'anneau. Voilà, plutôt un anneau en fait qu'un noyau. Voilà. Alors, d'accord, justement, ça m'intéresse. Quelle planète dans notre système solaire en a reçu plus que la planète Terre, à part le Soleil, qui bien évidemment a dû en récupérer beaucoup, puisque tu as dit que c'était un pourcentage beaucoup plus élevé et qu'il y avait beaucoup moins de croûte terrestre. Enfin, de croûte. C'est pas la Terre. Alors, j'ai Vénus. Vénus? Ouais, Vénus en a beaucoup plus que la Terre. Et ça Vénus, c'est presque comme si c'était que de ça. Enfin, pas que, mais tu vois, c'est énorme. Vénus en a peut-être 60%, ou peut-être enfin, au moins 50%, quoi. Ok. Et ça se traduit comment, au final, ces 50% sur l'activité de la planète Vénus? Ah bah c'est une planète beaucoup plus mobile, beaucoup plus énergétiquement rapide. Ça donne de la... Voilà, en fait, ça c'est la source créatrice. Tu vois, c'est vraiment le cœur créateur. Donc en fait, Vénus, c'est beaucoup plus mobile, c'est beaucoup plus en mouvement, c'est beaucoup plus... tout se fait et se défait, mais enfin, tout peut se refaire tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire. D'accord. C'est une Elle se planète où il refait y a en beaucoup permanence à plus... chaque instant. Ouais, alors la Terre aussi, mais c'est plus statique dans le sens où elle se recrée à l'identique, alors que sur Vénus, ça se recrée différemment tout le temps. C'est comme Différemment si, tout le temps. Ok. Donc ouais, un c'est petit peu beaucoup. comme un être Alors, polymorphe. oui, exactement. C'est plus polymorphe dans sa façon de. Alors tout le temps, c'est pas toutes les 5 secondes, hein, mais c'est beaucoup plus mouvant. Voilà, c'est beaucoup plus mouvant. C'est un peu comme si la surface de la Terre de Vénus, c'était comme une mer. Tu sais, la mer, ça bouge. Des fois, c'est la tempête, les vagues sont là, un instant après, elles sont là. Enfin, tu vois, la surface Ouais. de la mer. Eh ben, la surface de Vénus, c'est un peu comme ça. Alors D'accord. pas aussi rapide évidemment parce que sinon ça serait pas, enfin je sais pas, ça serait très inconfortable. Mais c'est de cet ordre-là quoi, un espace qui est beaucoup plus mouvant et du coup le mode de vie est beaucoup plus mouvant aussi, beaucoup plus. Il n'y a pas la notion de stabilité, de croire aux choses qui sont permanentes et tout ça. On D'accord. accepte plus facilement que les choses changent. Mais en même temps, c'est comme c'est naturel, on se pose même pas la question que ça peut être autrement. D'accord. Ok. Oui, oui. C'est logique. C'est logique. Alors, est-ce que tu perçois autre chose sur cette question? Sur des différences? Ah, Peut apporter le taux de ce liquide sur une planète. Notamment, tu as parlé de la spirale. Alors, une planète de notre système solaire avec une spirale, ça correspondrait à quelle planète? bah là, j'ai Saturne qui me vient. Voilà, ok. Euh, ouais.
Mais bon, après, un autre Saturne, bon, ça paraît logique, mais en même temps, c'est pas le hasard, c'est lié à ça, cet anneau. D'accord. Justement. Oui, ouais. C'est très bizarre d'ailleurs, c'est comme si dans Saturne, finalement, la planète, elle était rien. Enfin rien, elle n'est pas rien, mais elle n'est pas entre guillemets vivante. La vie est impulsée par l'anneau. D'accord. Excellent. Ouais. C'est comme si ça s'était mis autour au lieu d'être dedans, quoi. Oui. Oui. Alors il y en a un petit peu à l'intérieur, mais vraiment ce qui est le plus fort, enfin le plus puissant, c'est dans l'anneau. D'accord. Et ça se traduit comment sur cette planète, ce fonctionnement un petit peu différent? Le fait que ce soit dehors. C'est une planète qui a une grande, enfin comment dire, qui a plus une forme d'inertie. Comme si les choses allaient bouger en surface, mais en profondeur, ça reste très statique, quoi. C'est une planète beaucoup plus statique. D'accord. Ouais. D'ailleurs, je sais pas. Tu sais, c'est une planète. J'allais te dire, c'est une planète plombée. Là, ce qui me vient, c'est ça. Et quand on parle de saturnisme, tu sais, c'est quand on mange du plomb, on donne D'accord. le saturnisme. Bah là, ce qui me vient, c'est vraiment une planète plombée, comme s'il y avait sur la planète que ça manque de vie, quoi. Ça manque de cette régénération permanente. Ok. Tu vois, c'est comme si je sens des énergies, un magnétisme assez fort et autant je te disais, il y a des veines sur la Terre, il y a des mouvements, tout ça. Là, c'est comme si c'était installé des choses, mais ça bouge plus, quoi. D'accord. Mm. Ok. Alors, j'ai une autre question, Florence. Oui. Il semblerait qu'il y ait une planète qui, de temps en temps, visite notre système solaire qui s'appelle Nibiru, sur une ellipse tellement grande que des fois, ça l'amène à sortir complètement du système et à revenir. Est-ce qu'elle faisait partie de cet agglomérat? Alors déjà, est-ce qu'elle existe? Ou est-ce que c'est une légende? Oui, non, je l'aperçois, ouais, je perçois une planète. Est-ce que tu arrives à repérer son ellipse qui est, a priori, beaucoup plus grande que les autres et qui l'amène aussi parfois à se rapprocher du Soleil? Oui, oui. D'accord. Donc, a priori, elle fait aussi partie de notre système solaire. Euh, oui. Enfin, elle est comme entre deux, quoi, comme à la limite, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-ce qu'elle a reçu un pourcentage différent de ce fluide? C'est comme si quand tout s'est explosé, Mhm. elle avait été projetée. Elle vient Ah, plus du cœur, enfin, elle est plus proche de. Ouais. Elle aussi, elle vient plus du cœur. Et elle a d'accord. été projetée. Et en fait, après, elle a pris cette. Donc, si elle vient plus du cœur, elle a récupéré aussi beaucoup de pourcentage en Oui, termes. oui, oui. Ok. Et ça se traduit comment un petit peu sur la planète, sur la vie sur la planète? Hormis la projection qui l'amène à faire des très très grandes ellipses. Euh,
pas, je vois une planète très lumineuse, très assez éthérée en fait. Mhm. Euh, Enfin, il y a une structure matérielle, Mhm. mais c'est comme si c'était pas là que ça se passe en fait. D'accord. Euh, Elle a une structure énergétique très puissante. Ouais. Et c'est dans cette dimension énergétique que se trouve la vie, quoi. D'accord. Mm. Est-ce que tu perçois autre chose à raconter? Non, mais je sais pas, j'ai une tension quand je me connecte à ça. Pas Alors, super, super agréable aussi. déconnecte, déconnecte. Ouais, C'est pas très très intéressant. ouais, C'était juste histoire de faire des infos sur comment interagissaient les différentes planètes en ouais, fonction. ouais. Alors, complètement déconnecté de Nibiru et de tout ce que tu as pu rencontrer dans cet espace. Par contre, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des planètes sur notre système solaire qui auraient aussi un fonctionnement particulier intéressant lié justement à cet apport de ce fluide énergétique, de ce fluide de vie, entre guillemets? Je sais pas, j'ai Mars qui me vient, mais après, j'ai pas d'informations plus que ça. Justement, si tu devais chercher ce fluide sur Mars, tu le trouverais où? Mm. J'ai l'impression qu'il est plus diffus, enfin qu'il est plus dispersé, tu vois, Mhm. que concentré quelque part. Ouais, c'est comme s'il était dispersé sous forme de strates, tu vois, sous forme de... Mais en fait, c'est comme si, j'ai l'impression, c'est bizarre, que le cœur de Mars est vide, en fait. D'accord, Comme si elle était creuse. d'accord. Je sais pas. Tu vois, comme si c'était... Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Dès la séparation de l'agglomérat? Alors, l'image qui m'est venue, c'est comme si elle avait été transpercée par quelque chose. Mhm. Et du coup, mais bon, ben, après, elle se serait refermée sur les côtés, j'en sais rien, c'est bizarre. Parce que j'ai vu l'image comme d'une balle qui était passée à travers, tu vois. Comme quand tu as une balle qui... Alors, est-ce que c'est au Euh, moment de la création de notre univers quand enfin, toutes les planètes des agglomérats se sont séparées ou est-ce que c'est venu après? oui, je pense que c'est à ce moment-là, ouais. Mm. D'accord. Ok, ce serait la planète qui a pas eu de chance. Mm. Ok, c'est quoi la balle? C'est quoi ce qui l'a transpercée? Est-ce que tu peux prendre l'info? Est-ce que c'est une autre planète? Bah, ce qui me vient, c'est Nibiru, justement. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Super, super. Alors, j'ai encore une question sur la Lune. Euh,
La Lune, est-ce qu'elle faisait partie de cet agglomérat à l'origine? Alors à l'origine, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où elle est issue des matériaux qui étaient dans cet agglomérat. Donc oui, à l'origine, oui. Voilà, Oui. on va dire. Et qu'est-ce Mais qui... par contre, elle n'est pas apparue là naturellement au moment de la mise en place des planètes, quoi. Enfin, ou le moment où les planètes ont pris leur place. La Ouais. Lune était pas là, quoi. Il n'y avait pas de Lune. Alors, est-ce que tu as des infos justement sur son évolution du début de la séparation des planètes jusqu'à ce qu'elle arrive ici? Alors, toujours mode Arsène Lupin, t'es complètement discrète et personne n'a le pouvoir de te capter. Tu vois quelque chose? Alors, c'est comme si la Lune, c'était une... comment dire? Un morceau, quoi. Enfin, quelque chose qui proviendrait d'une autre planète. Mhm. Et qui a été placé là, en orbite autour de la Terre. Qui a été tracté, ouais, jusque-là. D'accord. Est-ce que tu as des précisions sur ce qui s'est passé, pourquoi elle a été tractée là, quelle était sa planète d'origine? C'était un morceau de quelle planète à l'origine? Alors, ce qui me vient, c'est Mercure, mais il me semble que D'accord. c'est Mercure. Ça, c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Parce que Mercure contient des... Enfin, je sais pas, à une concentration, on va dire, de particules intéressantes. Enfin, voilà, elle a une concentration intéressante au niveau de sa composition. Ouais. Par rapport toujours à interférer dans l'échange énergétique entre le Soleil et la Terre. D'accord. Ok. Alors, au niveau fluide créatif, Mercure, elle est à combien à peu près son pourcentage? Du pourcentage de la planète, oui. Le pourcentage de fluide créatif? Ouais. Alors j'ai 23%. Ce qui est peu. Ouais, mais Ce c'est qui est plus que la beaucoup. Terre. Ce qui C'est est... plus que la Terre. Ouais. Ok. Mais, mais c'est comme si du fait de, je sais pas, de placement de Mercure, je sais pas où est placé Mercure. Alors, j'essaie de regarder. Regarde, prends l'info. Euh, je le vois comme si
la connexion était plus moins, comment dire, moins facile. Enfin, comme s'il y avait une condensation. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait des. Ah oui, c'est au moment de. En fait, c'est comme s'il y avait eu un refroidissement hyper rapide sur Mercure qui avait créé que la croûte de la planète est beaucoup plus étanche. D'accord. Tu vois, beaucoup plus. Je la vois vraiment comme. J'allais dire une croûte de marbre, mais c'est exagéré. Mais tu vois, un truc hyper étanche comme ça, beaucoup plus. Une gangue. Une Ouais, gangue. presque comme une gangue. Voilà. Et du coup, bah, il y a peu de. Il y a peu de communication. Il y a entre. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. C'est lié à un effet de condensation qui a été extrêmement rapide sur Mercure. Ok. Et du coup, eh ben, cette matière va bien pour perturber, enfin pour être Une sorte de barrière. une sorte d'aimant, quoi, en fait, tu vois. C'est comme une sorte d'aimant qui va venir récupérer les énergies et faire un. C'est pas vraiment une barrière, mais c'est plus un pôle énergétique, un pôle comme un aimant qui vient détourner, en fait. Tu vois, le truc comme ça qui devrait circuler comme ça, bah avec ça le perturbe, ça le détourne, ça détourne l'échange. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? C'est le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, qui est-ce qui l'a placé là? Cette lune. Qui est-ce qui a mis ça en place? Pourquoi? Alors là, c'est comme si tu pouvais directement aller chercher les infos dans le temps et dans l'esprit des personnes. Tu es une télépathe hyper puissante, personne ne peut te repérer. Ouais, bah c'est toujours les mêmes. Hein. Je vois des reptiliens là qui viennent installer ça. En fait, c'est au moment où ils ont plus ou moins pris le contrôle de la Terre, quoi. Ils ont installé ça. Moi, là, ce qui me vient, c'est juste après les événements qui se sont passés en Atlantide. D'accord. Tu vois, ils sont arrivés et ils ont réinitialisé, en fait, le fonctionnement, on va dire, de la vie sur Terre. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, au niveau des êtres qui y vivent et des connexions avec la source, tout ça. Ils ont mis en place tout ce qu'il fallait. Et ils ont installé ça pour créer comme une ouais, c'est un truc de contrôle, quoi. C'est vraiment comme pas un système d'alarme, mais ça me fait penser, ouais, au boîtier de système d'alarme que les gens mettent chez eux, tu vois. Parce que dans le boîtier, ils peuvent décider les horaires, de tel moment à tel moment il va se passer ça. Là, c'est ouvert, là, c'est fermé. Bah, la Lune, c'est ça, en fait. Tu vois, elle décide à distance de si les choses vont bien pousser ou mal pousser. En fait, elle décide à distance de la comment dire, de l'activation de cette circulation énergétique entre le centre de la Terre et le Soleil. D'accord. Voilà. Mais ça a été fait. Bon, c'est pas. Après, ça a été placé là. C'est pas aussi. Je veux dire, l'alarme, tu peux la désactiver quand tu veux. Bon, bah là, ça a été activé une fois pour toutes, quoi. Alors, quand on pense à la Lune, on pense au système des marées. On se dit que Ouais, bah ça, par exemple, ça en fait partie. Voilà. D'accord. La question qui me pose, c'est
Si ça a été placé là, est-ce que le fonctionnement de la Lune pour nous humains n'est que négatif si c'est installé pour un contrôle? Par exemple, Non, bon, mais parce qu'en fait, les êtres humains ont su s'adapter, donc ils en ont tiré profit aussi. C'est comme de tout, d'accord. tu vois. Il y avait une intention précise, mais Mhm. cette intention, bah, il y a deux faces de la médaille, hein. Il y a des mauvais côtés, mais il y a aussi du coup le contraire, puisqu'on est dans la dualité. Donc les êtres humains ont su tirer profit du bon côté. D'accord. Mais par exemple, si on explose la Lune là tout de suite, boum, plus de Lune. Ouais. Euh, a priori, est-ce que ce sera que positif pour toute l'humanité ou il peut y Ah avoir des non, effets négatifs? non, il risque d'y avoir des effets négatifs aussi, ouais. Oui, oui, bien sûr, puisque ça voudrait dire qu'il n'y a plus le système des marées, Mhm, donc que les océans seraient complètement reconfigurés. mhm. Et ça serait mauvais pour certains endroits. Il y aurait des inondations dans certains endroits, il y aurait des endroits où il y aurait plus d'eau, tu vois. Donc, D'accord. c'est pas bon. Déjà, rien que ça. Euh, Ensuite, pour les cultures aussi, on a pris l'habitude de cultiver en, en ayant en tête qu'il y a des moments où ça va monter et des moments où ça redescend. Donc là, il y aurait plus ça. Ça serait permanent tout le temps. Donc ça serait D'accord. perturbant aussi, on ne saurait pas faire. Ok. Euh, alors bon, c'est pas la lune qui, parce que ça me fait penser au truc hiver-été. Oui. Ça changerait pas ça, mais ça aurait quand même des influences, quoi. Ça aurait quand même des répercussions malgré tout. D'accord. Enfin, il y aurait pas mal de répercussions qui seraient quand même négatives, en tout cas dans un premier temps, quoi. Même très très négatives. Donc, il faudrait s'habituer et ça risquerait. Enfin voilà, ça serait compliqué pendant quelques temps, hein. D'accord. Et imaginons qu'on prenne le contrôle de cette Lune. Est-ce qu'il y Ouais. aura moyen de la faire fonctionner de manière complètement optimum, histoire de rendre la vie sur Terre encore plus fantastique et paradisiaque? C'est, Attends, enfin, j'ai pas compris ce que tu me demandes. si on prenait le contrôle de la Lune, nous les humains, Ouais. est-ce qu'il y aurait un moyen de dessiner, puisqu'a priori j'ai cru comprendre qu'on pouvait quand même pas mal jouer sur les conditions de vie sur Terre grâce à ce petit objet? Est-ce qu'il y aurait un moyen de rendre tout ça encore plus optimum, tout en ayant tous les avantages Mm. de la physicalité, en ayant un petit peu plus aussi d'avantages de tout ce que ça empêchait? Est-ce qu'il y a une Mm. façon de régler la Lune au mieux pour les humains, et rien que pour les humains? Mm. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais après, bah, les humains n'ont pas comment dire, enfin, les compétences, on va dire, pour l'instant, de pouvoir faire ça. D'accord. Mm. Et quand tu regardes un petit peu le futur, est-ce qu'on est vraiment en train de se diriger vers un affaiblissement de cette matrice? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Mm. C'est comme si elle était perforée, en fait. Elle est un peu comme, bon, pas rouillée, hein, mais tu vois, c'est comme si, ouais, rouillé, c'est le mot qui conviendrait le mieux, mais sauf que c'est énergétique. Mais si tu veux, il y a des endroits où ça se délite. Tu vois, ça Hmm. se. Alors, il y a des endroits où elle est bien accrochée, bien solide, et puis il y a des endroits où elle est complètement en déliquescence, quoi, complètement délitée. Et oui, c'est.
ça dépend où tu te projettes, mais non, elle va disparaître. Bien. Très, très bien. Comment tu te sens, Florence? Bah, très bien, là. Est-ce que tu veux rentrer? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te paraît super pertinent à partir de l'éther à ajouter sur cette enquête sur la planète, sur la Terre? Bah, en fait, c'est juste une petite info comme ça. C'est quand tu me demandais si on pouvait retourner l'énergie de la Lune ou réutiliser l'énergie de la Lune. Alors, je sais pas, mais la matrice, par exemple, ce que je vois là, c'est que son énergie va enfin, elle va être récupérée en fait en positif. Elle va transmuter. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'il y a déjà, en fait, il n'y a rien à faire, tout se met en place. Ouais, en fait, c'est comme si, quand je te disais, elle se délite, c'est que ouais, c'est de la transmutation, quoi. Elle se transforme en quelque chose de positif. Il y a déjà une grille matricielle autour de la Terre positive, donc cette matrice-là, elle est venue par-dessus. Et ben, c'est comme si elle va pas se fondre vraiment avec l'autre, mais je sais pas, ça transmute, quoi. Je vois quelque chose qui devient lumineux, petit à petit. Alors, quelle est l'action, justement, qu'est-ce qui crée cette transmutation en quelque chose de plus lumineux? Bah, c'est le fait qu'elle se délite, lié à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. D'accord. Et plus ça augmente, plus ça accélère, quoi, en fait. Et plutôt, comme rien ne se perd, plutôt qu'elle soit explosée de partout, ben, les énergies étant tellement puissantes, ça se transmute immédiatement, en fait. C'est vraiment de l'alchimie, quoi. C'est vraiment un phénomène alchimique. Excellent. Plus ça va augmenter enfin, en fait, pour l'instant, c'est très pas ponctuel, mais localisé, je dirais. Voilà. Enfin, localisé, c'est éparpillé, mais c'est très petit, des petites zones. Et à un moment donné, ça va être fulgurant, quoi. Ça va être tout. Ok, super, super, super. Alors, une dernière petite question avant de te ramener. Est-ce qu'il y avait des êtres qui composaient ce grand agglomérat, ou c'était une seule et même entité? À un moment, tu as dit... Oui, non, c'était à ce moment-là, oui, c'était une seule, c'était une seule entité. D'accord. Et il n'y avait qu'une seule entité tout autour. Qu'un seul être. Je comprends pas de quoi. Je suis pas sûre de comprendre de quoi tu me parles là, en fait. En fait, si tu remontes à un niveau macro, tout ce qui est ces planètes, toute l'humanité, tout ça. Ouais. Quand c'était recomposé en une seule agglomérat, ça faisait comme une sorte de super planète. Oui. Est-ce que c'est... Alors, tu as dit que c'était un être, mais est-ce qu'il y en avait d'autres avec lui, ou est-ce que c'était, je sais pas, le seul, l'unique? Ah, au niveau de tout l'univers, tu veux dire? Ouais. Ah, non, il y en avait d'autres. Il y en avait plein d'autres. D'accord. Ok. Mais qui eux-mêmes, en fait, étaient tous issus d'un même à l'origine. Enfin, si tu veux, c'est comme si c'était... Ça donne le vertige. C'était... Ouais, mais... C'est comme si tout ça était condensé en une énergie à la base. Juste une énergie qui n'était pas visible, enfin qui n'était pas de la matière. Juste en fait cette matière de création, quoi. Il n'y avait que ça, cette énergie. Et puis cette énergie, c'est à un moment donné, c'est comme décomposé en plein de groupes de tas comme ça. Mais c'était déjà une matérialisation très forte, quoi.
une condensation très forte. Et après, de là, ça a explosé en système. Super. Mais en même temps, c'est pas forcément en termes de temps. Là, je le décompose, mais c'est pratiquement simultané tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Ouais. Donc, éventuellement, ce qu'on appelle le Big Bang. Un truc Je sais pas. qui... Ouais. Enfin, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de notion de temps, quoi. On peut pas dire parce que c'est pas à un moment donné et puis 1 million d'années plus tard. Enfin, ou 6 mois plus tard. Enfin, c'est difficile d'avoir une notion de temps. C'est parce que le temps n'existe pas dans cette. Tu vois? Ouais. Il n'y a pas de temps. Donc et puis c'est. Puis à un moment. À un moment, c'est ça, mais c'est en même temps ça. Enfin, c'est compliqué. C'est tout en même temps, quoi, en fait. D'accord. En même temps, c'est un noyau énergétique. En même temps, c'est les différents agglomérats. Et en même temps, c'est les agglomérats pulvérisés qui forment les systèmes. Tu vois? Enfin, D'accord. Ouais, c'est je tout vois. en même temps. Je vois. Mais c'est un peu difficile à appréhender, mais Je vois. À un moment donné, je ne sais pas si le terme est exact, mais ce qui me venait aussi, c'est cette histoire d'intrication quantique entre voilà. Mais si, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ouais, ouais, c'est ça. Ok, Je pense. Ouais. ok. Tout est intriqué et il y a des correspondances en fait entre des choses de notre planète et des choses de planètes qui sont dans un autre système. Ça me fait penser au niveau de l'intrication quantique parce que tout provient de la même, tu vois. Particules d'origine. Ouais, voilà. Et en fait, certaines euh, étaient peut-être liées, enfin voilà, et du coup, c'est comme s'il y avait, entre guillemets, peut-être une sœur jumelle à la Terre, complètement dans un autre système solaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intriqué. Hmm. Il y a des résonances, voilà, il y a des Ouais. résonances sans qu'il y ait forcément d'échange énergétique au sens d'un d'un mouvement énergétique ou d'une onde qui irait de là à là, mais c'est juste une résonance, quoi. C'est ça l'intrication quantique, et il y a ça, quoi, entre plein de planètes de partout, plein de plein d'éléments de l'univers. Ok, très très intéressant. Mm. Bon, Florence, avant de revenir, est-ce que tu as envie d'aller recharger tes batteries dans un portail d'infini haute fréquence, histoire de passer des bonnes vacances, je sais pas, à la plage, à la montagne, Non, mais dans un ça va là en paradis? fait. Hein, je me Très suis très bien. baladée dans l'univers, donc je suis plutôt pas mal. Ok, très très bien. Alors, Florence, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans l'ici Mm. et maintenant, Mm. prête à passer une excellente journée. Alors à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, d'absolument tout ce que tu as rencontré pendant cette enquête, pendant cette session. Totalement déconnecté, parfaitement à l'aise et confortable dans tes énergies. Et quand tu es bien bien seul dans tes énergies et dans ton espace de créativité, alors 2, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Quelque chose de très très doux, comme une douce félicité. Peut-être l'impression de se baigner dans des bulles de champagne, ou dans un bain avec des sels régénérants, effervescents, quelque chose de très très doux et qui sent super bon. Et à 3, tu es de plus en plus dans le corps et le corps se réveille gentiment pendant que tu te réappropries tout le corps Mm. facilement, agréablement, plaisamment. Mm. Comment tu vas? Ah, c'est très bien. Bien. Quelque chose à ajouter? Non, c'était sympa. C'était Ok, sympa. très très intéressante. Alors, j'arrête l'enregistrement. Ouais. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.